L'OM quand même, parce qu'on va évidemment beaucoup en parler. L'OM qui a un peu un scénario qui se répète, et pour l'instant tant mieux pour eux, ça se passe très bien. Ils méritent leur victoire, je le répète. Pour les supporters de l'OM qui après comprennent pas la nuance, on reviendra sur les nuances, mais quel dommage que cette équipe n'ait pas un buteur patenté. On parlait avec Kevin comme ça hors antenne là, d'un Ben Yedder, d'un buteur de ce niveau-là, parce que il plierait les matchs beaucoup plus facilement que ce qui s'est passé ce soir. Donc bon, regret, énorme ambiance, gros OM encore, mais voilà, ce problème offensif, on va en débattre. Ensuite, les rois fainéants, le Paris Saint-Germain, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, à force, on le répète, mais quand même entre scandaleux et lamentable. Il y avait certes une bonne équipe de Lorient, il ne faudra pas l'oublier, mais notamment sur le troisième but l'orienté. Il y a une équipe totalement désorganisée, le marcheur argentin, il y a plein de choses à dire. Pauvre Galtier dans cette galère là, on ne comprend rien à ces changements. Danilo qui sort, un massacre, et à ce titre, c'est le lien entre les deux premiers points. Que l'OM n'ait pas de buteur, ne puisse pas faire mieux que cette deuxième place, c'est dommage parce que c'était une année où il fallait y chercher le titre. Et puis le troisième, c'est le scandale du Rocher. Pareil, Monaco, 7 buts pris en 2 matchs. C'est marrant parce que c'est un petit peu des profils similaires, des mercenaires, des équipes entre guillemets sans âme. Le côté mercenaire n'est pas forcément une explication, mais pas d'âme, pas de résultat. Très bien. Stéphane, tes 3 points. Je ne vais pas être très différent de Flo. Oui, qu'elle ait mérité cette victoire de l'OM. Voilà, et il la fallait pour qu'on ait la finale que la Ligue 1 mérite la semaine prochaine à Lens. Exactement. Le Lens-Marseille qui est dans toutes les têtes, et j'espère que les Lensois ne se prendront pas les pieds dans le tapis sur ce match très piégeux et qui fausse la compétition. Je vais dans le sens de le match de la semaine, tu veux dire. Bien sûr. Sur ce match, on aurait dû avoir Lens, on devrait ce soir avoir un classement de Ligue 1 digne de ce nom pour la régularité de la compétition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la honte qu'incarne le Paris Saint-Germain en ce moment. C'est vrai que on ne peut pas se réfugier derrière l'excuse de la sortie de route prématurée en Ligue des Champions, parce que une saison, c'est une saison. On peut pas. C'est totalement ce qui se passe dans ce club est plus qu'inquiétant, c'est honteux. Voilà. Et puis le troisième point, c'est effectivement de se dire qu'on connaît les 3 clubs français qui représenteront notre pays en Ligue des Champions l'année prochaine après ce week-end. C'est-à-dire on aura Paris, on aura Lens ou Marseille, et puis on aura cette 3e place qui peut-être peut encore être directement qualificative. Et encore une fois, vivement samedi prochain. Exactement. Bon, démarrons sur l'OM. Alors avant le match, évidemment, c'est toujours la même histoire. Quand Paris perd, alors je sais pas ce que ça rajoute comme tension ou pas, mais enfin, ils ont quand même bien galéré les Marseillais ce soir face à Auxerre, qui a, à part un but extraordinaire en première mi-temps, à peu près. Pour le coup, je pense pas, Gilbert, que ce soit la défaite de Paris et l'idée de se dire le titre encore possible. Non, mais là, je dis ça parce que les matchs se suivaient. Qui influait sur le match. Je pense que simplement, ils ont fait. Moi, je pense qu'en première mi-temps, ils ont fait le match qu'ils devaient faire. Simplement, ils n'ont pas été efficaces. Ils n'ont même pas cadré une frappe en première mi-temps. Ouais. Ils ont pris un but comme on en prend dans ces soirées-là. Et puis gloire à eux d'avoir de ne pas s'être découragés, d'avoir gardé le fil et puis d'avoir été poussés par l'extraordinaire public du Vélodrome. Ce qui s'est passé au moment où Auxerre marque le but, c'est ça qu'on attend d'un stade de foot. C'est que la réaction des supporters, elle est magique et elle redonne forcément un supplément d'âme et de courage. Et elle dure, même après sur la durée, même quand ils sont menés à la 60e. Mais d'ailleurs, petite parenthèse publique, je trouve qu'on n'insiste peut-être pas assez sur le public marseillais. Vous connaissez tous les stades de Ligue 1. Je pense qu'en termes de bruit, de ferveur et tout, Marseille, c'est numéro 1. Alors, ok, Lens, il y a beaucoup d'ambiance. Saint-Etienne n'est pas là cette année. Il y a d'autres stades où il y a Bordeaux, Nantes, pardon. Il n'y a pas d'équivalent. Mais Marseille, c'est... Je veux dire, il n'y a personne qui a une ambiance comme à Marseille. Je l'avais dit dans l'after, j'étais allé voir un match. Au Parc des Princes, on n'en parle même plus. D'Europa League avec l'OM, je ne sais plus l'an dernier, et alors que le stade n'était pas plein. Et déjà, j'avais emmené mes enfants qui avaient trouvé ça ultra bruyant, alors qu'il y avait surtout les 2 virages qui mettaient une ambiance énorme, mais plein de gens, même en tribune, il y a une ambiance dans les latérales qui est différente. Et ce soir, je sais pas, effectivement, ça se sentait, cette exaltation au moment début. On a senti que le deuxième but, par exemple, il est venu presque sur l'euphorie de ce qui se passait dans le Vélodrome. Je voulais revenir sur un point. Mais juste une remarque, Flo, ce qui est invraisemblable par rapport à ce qu'on dit là et ce qu'on constate là, c'est de se dire que cette équipe-là a perdu l'an passé 25 points à domicile. C'est vrai.
et qu'elle est encore à 20 points perdus cette année à C'est domicile. Vous imaginez 20 points à domicile. Bah, est-ce Ils en auraient perdu ne ça peut serait-ce que 10, tétaniser ils seraient champions de France. Alors, je pense pas que ça tétanise. Je pense que cet argument-là, Non, c'est les adversaires, c'est très différent. C'est-à-dire que le jeu de Marseille s'exprime mieux à l'extérieur qu'à domicile. Le jeu de Tudor, là, je parle vraiment de la façon de jouer de l'OM. Mais non, vous me permettez une petite remarque d'ordre architectural? Oui, depuis qu'ils ont couvert. Non, mais depuis qu'ils ont couvert, mais excusez-moi, il manquait de la thune pour cacher les tubes dégueulasses qu'il y a sous le toit, là. Tu sais, mettre des panneaux bleu ciel. Pour ceux qui connaissent les entrailles du Vélodrome, il y a pas ça, Gilbert. C'est un stade qui, effectivement, n'est pas fini, ce qui est invraisemblable. Bref. Qui a coûté pourtant une blinde. Hein. Oui, tu as l'impression qu'en fait, les finitions n'ont pas été faites. Mais bon, quand il a été couvert, ça a été une avancée pour le bruit, notamment, et pas seulement. Pour le froid. Parce qu'avant, tu caillais là-bas. Quand tu as fait le tirage au sort de la Coupe du Monde 98 en décembre 97 au Vélodrome, ça rappelle l'inauguration du Stade de France de janvier 98. Et quand tu as fait des matchs en haut de la tribune avec le Mistral dans la tronche. Juste un point sur la compo qui, à mon avis, pour en avoir discuté la semaine dernière, me paraît parfaite, effectivement, et je pense qu'ils ont fait une mi-temps, comme disait Stéphane, parfaite, sauf les buts, parce que la compo avec cette fois Mbemba titulaire, Mbemba, Gigot, Kolasinac, même Caboret sur le côté, parce que on va pas revenir sur le cas de Nuno Tavares, mais bon, il s'est fait pourrir par Tudor pour des non-replis défensifs, il tire du droit dans la tribune 3 fois de suite, il fait des choix bizarres. C'est pas le point le plus positif de la soirée. Ah non, en fait, il fait un choix parce que c'est à peu près le seul poste en dehors de Balerdi et Mbemba qu'il avait donc tranché, sur lequel, sur la lancée, la dynamique, effectivement, il devait mettre Caboret. Puis il s'est dit quand même, il faut faire quelque chose. Quand tu vois l'entrée de Payet et de Guendouzi. Non, mais alors, justement, je voulais revenir. Ça a été décisif, ils ont rentré plus tôt. Je trouve que là, il a fait, puisque j'ai dit récemment qu'il a été parfois peu inspiré en première période, qu'il avait renversé des matchs, il a mis la bonne compo. Il a pensé que, je te dis, cette histoire de piston, ça allait changer quelque chose. Bon, ça n'a pas été le cas. Et en revanche, effectivement. Non, mais il fait ça parce qu'il domine totalement. Donc il se dit, Nuno Tavares, il va m'apporter un peu d'impact devant. Bien sûr, mais. Un peu de folie, lui, il est capable. Parce que ces frappes qu'il met au poteau de corner. Certaines fois, il l'a mise de l'or. Qu'il en met une dans la lucarne un jour, ça va arriver. Hein. Et ce qu'il a fait, effectivement, avec ces changements, c'est, je dirais qu'à ce moment-là, il a mis l'âme de l'OM. Il a mis de l'âme. Parce que Guendouzi, en fait, vous voulez montrer à son coach et à tout le monde qu'il était toujours là et qu'il était irréprochable. Et Payet aussi. Et je trouve que. Payet était. Kevin en parlait, mais. Kevin, il était assez en jambes. Hein. Il était étonnamment en jambes pour un joueur qui joue jamais. Et effectivement, je trouve que ce qui s'est passé ce soir, c'est. Évidemment qu'on a revu l'OM de Tudor, on a vu des joueurs qui défendent, qui sont irréprochables. On avait un Alexis Sanchez, une nouvelle fois, il faut le dire, à la fois dans l'investissement et dans l'adresse exceptionnelle. Et on a vu, effectivement, je trouve, ce supplément d'âme apparaître avec Guendouzi et surtout Payet, qui symbolise plein de choses à Marseille. Je trouve que dans cette petite soirée, on va dire, pour un Marseille-Auxerre, qui n'était pas forcément le plus grand match de l'année, avec ce stade plein et ce scénario un peu compliqué, et quand même ce but au Serrois. Parce qu'il faut quand même juste de dire qu'on a vu un des plus beaux buts de la Ligue 1 cette année, avec une reprise de volée, et je dirais presque intérieur du pied. Oui, mais c'est intérieur du pied. C'est limite intérieur du pied, c'est ça, ouais. J'ai pas bien vu ralenti, ce qui est effectivement le bon choix, le bon geste, mais qui est quand même un choix d'une intelligence totale. Donc, très belle soirée de foot, et je trouve bonne compo, pas grand chose à dire, si ce n'est que peut-être le seul point sur lequel je voulais insister, c'est Vitinha. Vitinha me fait l'effet, tu l'as dit Gilbert, toi, dans la soirée, j'ai entendu. J'ai envie de prendre sa défense. Parce que tout le monde dit, non mais tout le monde dit il est pas bon, ok. Moi je ne peux pas juger un joueur comme ça parce que je vois un joueur qui est en manque de confiance et qui à partir du moment où il a raté ses premières occasions. Non mais de maturité. Et l'expérience. Oui mais. Non mais ça c'est une chose, mais tout va ensemble. Ce que je veux dire, ce que tu as expliqué sur l'extrait qu'on a vu dans l'interview à Canal, où il pleure parce que sa famille est loin de lui, sachant que le coach ne le faisait pas jouer et que maintenant qu'il le fait jouer, il rate en gros des occasions. Dans l'interview où il dit, il y a un truc quand même assez hallucinant, il dit bah ouais, moi je suis venu ici parce que bon, bah c'était bon pour tout le monde quoi. En gros, on m'a fait une offre et puis il faut faire évoluer ça fait croquer tout le monde. Et voilà, et en fait, ça a croqué dur, hein. Ça je vous le confirme, ça a croqué dur sur le ton cerveau. Non mais lui, le mec, tu as l'impression de voir un ado en fait qui est là. Si on l'a foutu à l'internat, en fait, il a demandé. Gilbert, il ne faut pas oublier que c'est la réalité quand même aussi, ça. C'est un peu la réalité du foot. On a l'impression, nous on voit ça des heures, on dit bon, machin est là, on va le mettre là, il va être aussi performant, tac, tac, tac. Mais non, ça marche. Heureusement que ça marche pas comme ça. Non, mais je vais même prendre un autre exemple qui va peut-être faire hurler, parce qu'il y a maintenant il y a d'autres raisons qui expliquent les faibles performances de Messi au PSG. Mais oui, la première saison, le changement d'atmosphère par rapport à Barcelone et tout a joué familialement.
ces mômes qui pleuraient, ces machins, tout joue, il faut le répéter. Et ce môme-là, Vitinha, qui d'abord n'est pas titulaire, qui est loin de sa famille ou pas toujours avec sa famille, qui le vit pas bien, et qui maintenant, quand il a des occasions, les met pas au fond, au moment où il faudrait les mettre au fond, derrière, il a déjoué. Après, toutes ses interventions étaient à l'envers, il était dans le zag. Mais ça, c'est le manque de confiance. Moi, je veux pas juger un joueur je vois juste quand même une là-dessus, parce que différence quand il a avec fait... Messi, hein, permets-moi. Non, mais je Messi, il a compare quand pas. même peut-être 15 ans de plus. Non, mais je compare pas les deux. Je dis juste que derrière le Peut-être pas la même footballeur, maturité. derrière le footballeur, on peut pas ne pas Oui, il y a juger un ça homme, aussi. Florent. Il y a un homme. C'est Voilà. beau. Et d'ailleurs, sur l'une des Et occasions. attendons la saison prochaine pour tirer des conclusions Sur définitives sur Vitinha. Vitinha. Moi, je veux voir Vitinha. Je veux dire, on nous en a dit du bien et tout. Il n'y a pas de raison. Il n'est pas Non, aussi. mais le En tout cas, il n'est rendement pas de aussi l'OM avec mauvais. Vitinha en première mi-temps n'est pas et même lui est-ce que vous l'avez vu vendanger un truc évident? Non, ce qui est dommage, c'est Il a eu contrôle. des situations qui n'étaient pas Non, toujours très simples. Contrôle, sombrero, magnifique. Et frappe, tu sais, trop puissante au-dessus. Ouais. Par exemple, c'est pour sa confiance, je pense que cet enchaînement qui était magnifique, c'est pour ça que je pense que là, il y avait un contrôle des hauts niveaux. Contrôle, il élimine le défenseur, il met dans les tribunes. Bon, ça arrive. Voilà, il n'est pas en confiance, on le reverra. Alors, quand il y a cette petite musique, que vous connaissez bien, évidemment, et vous le savez, puisque vous m'avez écouté tout à l'heure, eh bien, c'est que vous avez maintenant, à partir de maintenant, 5 minutes pour gagner votre voyage à Milan pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Milan-Inter, c'est le mercredi 10 mai. Voilà, bon, tentez votre chance si vous êtes dispo. Vous envoyez foot par SMS au 732-16, foot par SMS au 732-16. Tu y seras, Stéphane ? Non, moi j'aurais le plaisir de faire Real City la Ah veille. bah voilà, vous ne verrez pas Stéphane Guy, je le déplore. Sion et Eric Dimeco, Voilà. vous les croiserez sans doute à Milan. Ouais. Exactement. C'est bien. Exactement. Donc ce sera l'occasion. Donc envoyez foot par SMS au 732-16. On continue sur l'OM avec Thierry qui est là au 32-16. Salut Thierry. Salut, comment allez-vous? Salut, Thierry. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, ça marche. Bah, déjà, moi, je suis preneur pour les places demi-finale Ligue des Champions. Il faut que tu envoies foot au 732-16. Ok, pas de souci. Désolé. Hein, Non, il n'y a pas de passe droit. je taquine. Non, je taquine, je t'en prie. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Très bien. Moi, je vais revenir un petit peu sur le match de ce soir. Je suis supporter de Marseille et je vais peut-être aller un petit peu à contre-courant. Alors, Marseille gagne, Marseille est toujours deuxième, mais je trouve que la méthode Tudor a ses limites en fait. Alors, il faut savoir que j'ai pas spécialement été son plus grand fan depuis le départ, je l'assume totalement, mais il a ramené des choses dont on avait besoin à Marseille. Mais je trouve que depuis plusieurs mois, et notamment depuis la reprise des matchs retour après la Coupe du Monde, son système montre ses limites. Sa gestion montre ses limites. Son caractère a aussi ses limites. Je le trouve vachement tendu, par exemple, sur ses derniers matchs. Ouais. Je trouve comme d'hab. Non, il était nerveux sur le banc avec les arbitres notamment. Dès la première période, d'ailleurs juste avant le but au Serrois, il est super énervé. Qu'il soit un peu nerveux dans une période où il joue la saison de son club, c'est aussi un peu normal. Hein. Ouais, c'est pas un poisson froid, hein. C'est ça qui nous fait plaisir aussi chez Igor Tudor, c'est que c'est une forte personnalité, une personnalité à réaction, à émotion, voilà, donc il exprime des choses. Mais son équipe exprime aussi des choses et c'est peut-être lié. Alors, moi, en fait, le bon côté, mais c'est aussi ses défauts, il a la qualité de ses défauts, c'est je trouve hyper rigide sur ses principes de jeu, hyper rigide sur sa personnalité. Alors, ça a marché pendant un temps, mais je trouve que finalement, aujourd'hui, son système, en fait, il est lisible par tout le monde. C'est-à-dire que ce soit Auxerre ou toutes les autres équipes, on va jouer très très bas, on va attendre que Marseille, finalement, approche nos derniers mètres. Marseille ne sait pas combiner dans ses 20 ça manque un petit peu de créativité, mais il n'a pas de créateur en fait. Donc ça aussi c'est un autre problème, c'est qu'il a des joueurs de même profil, c'est-à-dire que des joueurs qui courent beaucoup, donc c'est très bien, tant mieux, il en faut. Mais je trouve que dans les derniers mètres, ça manque un petit peu de créativité. On sait que Under, il va s'entrer. Oui, après tu joues contre une équipe hyper regroupée. C'est-à-dire que tu vois, tu pourrais aussi retourner le truc en disant que Marseille a pris son temps, a pas paniqué, a continué d'essayer, puis ça a marché. Je suis d'accord, mais ce que je te dis, c'est que ça date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs mois. Pendant un temps, on arrivait à subsister en marquant sur des coups de pied arrêtés, c'est-à-dire qu'on ne marquait plus dans le jeu, mais uniquement sur des pénaltys, sur des coups francs, sur des corners, mais assez peu dans le jeu. Là, ça revient parce que physiquement, il y a un petit peu de mieux, et physiquement, je pense que c'est ça qui fait qu'on arrive à l'emporter et tout, c'est qu'à l'usure, on arrive à les avoir. Mais moi, si je suis Lens, par exemple, je suis Francaise, je dis, même à domicile, je vais jouer très bas,
et avec des joueurs de meilleure qualité, mais je vais les faire, mais ils vont les payer systématiquement. La qualité d'Auxerre est quand même assez limitée et on galère globalement sur tous les matchs, sur pas mal de matchs depuis les matchs retour. On parle du match. Thierry, tu reçois un message qui t'est adressé sur Direct Studio de Smaïn qui dit mais c'est quoi le problème là? Vous voulez qu'on fasse revenir Rudy Garcia ou Villas-Boas et vous serez content? Non, alors, si je vais te dire un truc, c'est que moi je pense au coup d'après. C'est souvent les gens sont dans l'instant, etc. Aujourd'hui, Marseille, on joue comme ça et ça marche, mais on s'en sort. À peu près, hein, vous l'avez dit au départ et tout, c'est compliqué, on s'arrache, mais on gagne. L'année d'après, tout le monde va connaître le système Tudor. Et l'année d'après, ça va être extrêmement compliqué. Les gens, nous sommes deuxièmes, c'est très bien, en Ligue des Champions, qui est quand même le révélateur finalement des clubs, enfin, je veux dire la Coupe d'Europe, pas forcément la Ligue des Champions. La Coupe d'Europe, qui est le révélateur finalement du vrai niveau des clubs. On finit dernier. Même si en fait, Thierry, excuse-moi d'insister, mais tu fais quand même un peu le difficile. Ce soir, c'est peut-être la victoire qui te garantit le podium là. Il y a 9 points. Avoir ce débat ce soir, c'est presque surréaliste parce que il y a 9 points d'écart avec Monaco ce soir. Dans les matchs qu'on vit en ce moment, évidemment, on peut argoter sur la manière, etc. Moi, je pense que là, tu es dans des matchs, comme on dit en Angleterre, des must-win games, là, où il n'y a plus que la victoire vraiment qui compte. Et en plus, le style de l'OM ce soir est loin d'être dégueulasse. C'est une équipe qui a donné du plaisir. J'ai aucun moment dit que c'était moche. Ce que je veux dire, c'est que c'est très lisible. Et moi, mais toutes les équipes sont prévisibles maintenant. Tout le monde sait comment joue Lens, tout le monde sait comment joue Paris, tout le monde sait comment joue Marseille à la 33e journée, heureusement. Tu vois, ils vont pas t'inventer une façon radicalement différente de jouer à la 33e journée, les coachs, quand même. Surtout quand tu es deuxième, que tu as gagné 20 matchs quand même, ce qui est quand même énorme. Tu as moins perdu de matchs que le PSG cette année en Ligue 1, donc tu t'appuies quand même sur 2-3 certitudes. Exactement. Tu vas pas tout révolutionner à ce moment de la saison, alors que ça va plutôt bien, quoi. Tout change parce que rien ne change. C'est ça la clé du. Tudor vient de s'installer en conférence de presse. Est-ce qu'il parle en italien? On va voir. On va voir s'il y a une trad, on va voir comment ça se passe. Enfin, il est là en conférence de presse. Donc dès qu'on l'a, on vous fait partager ses premières analyses. Oui, je pense que Thierry, ce soir, il est, comment dirais-je, arc-bouté sur ses certitudes de la saison, en fait, sur Tudor. Alors non, mais je pense que là, effectivement, il y a un truc qu'il faut quand même, il faut remettre l'église au centre du village, c'est le nombre de points qu'a l'OM aujourd'hui. J'ai plus le recul. Tu l'avais dit la semaine dernière déjà. Bon, là, ils ont 70 en l'occurrence. C'est incroyable. C'est à ce moment de la saison. C'est pas incroyable. C'est un des records. Peut-être même, je crois que c'est un des records de l'OM. L'OM a égalé le nombre de victoires de la saison dernière. Déjà, c'est Marwan qui nous le signale. Et ensuite, le 33e, on est à la 33e journée, c'est ça 33e journée, ils sont quasiment sûrs. Enfin, ils sont sûrs d'être sur le podium. Enfin, pour faire simple. À 5 journées de la fin. Ils sont pas sûrs, mais. Il y a 9 points d'écart. Et tout ça le soir, le jour où. Je trouve que c'est très symbolique quand même. Je l'ai dit dans les 3 points. Oui, mais au Monaco. Non, juste pour dire ça, après je te laisserai la parole, c'est très simple. Le jour où Monaco fait ce match incroyable après déjà une défaite 3-0, le jour où le PSG se ridiculise, parce que c'est presque pire que tout ce qui se passe au parc, t'as l'OM qui, avec ce record, avec ce qu'a fait Tudor, avec cette attitude, avec ce public, je trouve donne la leçon. Ce soir, c'est l'OM qui, dans les gros du championnat, tient son rang, parce que comme on l'a dit la semaine dernière, Lens, c'est l'exception, c'est un peu la surprise de la saison. L'OM tient son rang. Après, on peut effectivement ergoter. Je suis plus d'accord avec toi, Florent, quand tu dis l'OM tient son rang que quand l'OM donne la leçon. Pour moi, que l'OM soit là, c'est normal. Que l'OM batte Auxerre à domicile en championnat de France, c'est pas non plus une performance extraordinaire, tu vois. Après, le scénario du match, la difficulté qu'ils ont eue, le but extraordinaire qu'ils ont encaissé, fait. Mais bon, ils ont surdominé Auxerre. On s'attendait pas à autre chose ce soir. Moi, je m'attendais exactement à ça, avec le risque du piège, parce que c'est une équipe qui a domicile et des fois en difficulté. Mais là, ils ont écrasé le match, quoi. Ils ont eu ce but à digérer, mais sinon ils ont écrasé le match. Il faut voir qu'il y avait à un moment donné 10 que l'OM soit deuxième de Ligue 1, rapport à ses moyens, à son budget, au fait qu'ils étaient déjà deuxième l'an passé, etc. Bon, c'est une chose. Ils sont pas en surperformance. C'est très différent de Lens. Lens est en surperformance. Ils sont pas en surperformance, mais ils sont quand même à un niveau de performance élevé. Et je disais surtout, c'est le symbole de tout ce qui s'est passé dans les tribunes et sur le terrain.
l'engagement des joueurs infaillible, les spectateurs, on l'a dit, tout ce qu'on a vu à Marseille ce soir, même sur un match effectivement lambda de Ligue 1, c'est ce qu'on n'a pas vu pour Monaco et pour Paris. Parce que là, c'est ça qui est terrible. Là, tu compares avec des. Là, il faudrait plus comparer en ce moment Lens et Marseille. C'est cette comparaison-là qui vaut. Bah oui, mais tu viens de dire l'inverse que Lens, tu vois, finalement, par rapport à leur budget, tu les attends pas forcément à ce niveau-là. Donc forcément, on va les louer. Je l'ai défendu, et je le répète ce soir, avant même le résultat de la semaine prochaine. Lens est, pour moi, bien plus méritant que l'OM cette saison, par rapport à ses moyens, son histoire récente, etc. Ce qui n'enlève rien au mérite des Marseillais, c'est pas le débat. Mais l'OM est au niveau où doit être l'OM. Mais sur le jeu, sur l'entame de match, qui me rappelle tous ces entraîneurs qui demandent de l'intensité. Ça a l'air d'être une évidence, mais c'est pas le cas puisqu'il y a des équipes qui le font pas. Ce qu'on avait avec Toulouse hier en coupe, par exemple, cette intensité énorme, l'OM avait j'avais noté au bout de 14 minutes, 5 tirs à 0, 77% de possession. Et 10 corners, etc. en première période, enfin des chiffres assez incroyables. Ils finissent avec 26 tirs. Ouais. 26 tirs dans le match. Par contre, là où ça va pas, c'est que sur les 26, il y en a 4 de cadrés. Donc, dans un instant, l'évaluation. Ils savent. Alors eux, je sais pas parce que Longoria est dans le business, mais ils savent très bien, ils savent quels sont les points d'amélioration possibles pour leur équipe. C'est assez simple. Hein. Morgane nous rejoint, supporter marseillais. Salut Morgane. Bonsoir tout le monde. Pas mal de messages sur Direct Studio qui nous disent quand même, Payet, quand on voit quand il rentre qu'il est pas trop mal, on devrait le faire jouer un peu plus. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord sur des rentrées de match comme ça. Je pense qu'il apporte énormément. Après, honnêtement, à la 60e, quand il y a toujours 1-0 pour Auxerre, je me dis, les dieux du football, ils n'existent pas. Perdre un match comme ça, ça me fait penser, en relativisant bien sûr la performance d'Auxerre et de Lens au match aller, ça me faisait penser au match de Lens où, je veux dire, tu as limite rien à reprocher à l'OM. C'est Annecy-OM, et on perd à 0, quoi. Je veux dire, alors oui, on n'a pas beaucoup de tirs cadrés parce que Auxerre contre, parce qu'il y a toujours un tacle au dernier moment, parce qu'il y a Vitinha qui est un peu maladroit, mais ils ont une frappe extérieure surface qui finit en lucarne. Je veux dire, c'était dingue de perdre un match comme ça. Donc, mais là où j'ai été surpris, tu vois, Morgane, d'un point, là, techniquement, je reviens encore sur la finale d'hier où clairement Montagny a expliqué comment ils avaient travaillé les coups de pied arrêtés précisément, s'il expliqué que le jeune Logan avait marqué ses 2 buts parce qu'il a expliqué lui aussi que ça avait été beaucoup travaillé. Je trouve que vu que le gardien n'a pas été bon sur les sorties aériennes, Radou, il a été étonnamment pas bon. C'est plutôt un très bon gardien depuis qu'il est arrivé. Très bon sur sa ligne, mais pas du tout bon et pas en confiance. Et ensuite, il n'est pas sorti sur la 3e sortie. Je me dis qu'avec les joueurs, Mbemba, Gigot qu'il y avait, j'ai trouvé qu'il y a un déficit sur les coups de pied arrêtés parce que ce genre de match, tu le règles aussi comme ça parfois. Je suis d'accord. Je suis d'accord que je pense qu'offensivement, on a un déficit sur corner, surtout avec les gabarits qu'on a, un Gigot, un Mbemba. Oui. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux sur corner. Il était pas mal tiré ce soir. Non, très bien tiré. Non, il était pas mal tiré. C'est à ce titre que celui qui passe où il y a 3 Marseillais et le gardien qui ne sort pas parce qu'il est sorti 2 fois en se ratant, il n'est pas sorti la 3e fois. Il y avait Mbemba, Gigot et un 3e Marseillais, effectivement sur des corners, comme dit Stéphane, des 2 côtés, côté Vertou et côté Under, qui étaient bien tirés. Là, il y a clairement encore des points d'amélioration, tu vois, pour le coup, même pour la fin de la saison. On est d'accord, mais après, moi, nous, comme on est là dans les évaluations, il va falloir quand même un jour se poser la question sur Verretou. Quand je vois Guendouzi qui rentre, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que Verretou apporte plus qu'un Guendouzi. Je me pose vraiment la question, et on le voit sur le ballon décisif qu'il donne à Sanchez. Verretou va rarement de l'avant. C'est des passes latérales. Alors, à la récupération, ok, il est présent, mais comme un Guendouzi peut être présent à la récupération, il nous l'a montré depuis maintenant presque 2 ans, j'ai du mal à comprendre le déclassement de Guendouzi envers un Verretou. Envers un Rongier, au jour d'aujourd'hui, je ne discute même pas. Rongier est tout simplement incroyable, et pourtant j'ai été très critique envers lui. Je trouve qu'il a énormément progressé et passé un cap. Mais au jour d'aujourd'hui, la paire, Morgane, elle fonctionne tellement bien, la paire Verretou-Rongier, que oui, Stéphane, je suis pas sûr qu'avec un Guendouzi, ça fonctionne moins bien. Honnêtement, peut-être que Guendouzi va être un petit peu moins bon dans la récupération. Non, mais je pense que Tudor, il aime bien Verretou qui reste devant la défense, qui est là, qui fait le métier. C'est ça. L'équilibre de son équipe, il est très important. Plutôt qu'un gars qui va aller de l'avant. Il n'a pas la flamme, Verretou. Il n'a pas la passe magique qui ferait basculer un match, quoi. Ça, c'est sûr. Et dans un match comme ça, on a besoin de ça. C'est justement ça. Parce que dans ce match-là, tu es encore en vie. Parce que si jamais ton milieu est déséquilibré d'entrée de match et que tu prends 2 contres et que tu dois courir après,
Là, tu sais pas. C'est aussi comme ça que réagit l'entraîneur. Et je Oui, pense, mais à et je l'inverse, pense Stéphane, d'ailleurs, peut-être Morgane, juste pour Oui. compléter, je pense que effectivement la réflexion de Tudor, y compris par rapport à l'absence de Mbemba récemment, je l'avais dit, il y a aussi cet équilibre. C'est-à-dire que bien sûr qu'il encourage Mbemba à monter, enfin, il encourage tous ses joueurs à défendre en avançant, mais il met comme point d'honneur le respect de l'équilibre de l'équipe. Et Alors, je je suis pense que ce d'accord qu'on avec peut vous. reprocher à Guendouzi, en dehors peut-être de choses qui, on dit qu'il y a eu ça a frité un peu, mais peut-être pour des raisons tactiques aussi, et techniques, c'est si tu veux, là où tu dis dépassement de fonction, il y a parfois aussi trop de dépassement de fonction, tu vois, parfois. Je suis d'accord avec vous, mais sur un match comme ce soir, Mais peut-être il l'a que... fait, oui, mais en le Oui, faisant entrer. oui. Non, mais peut-être que si tu mets Guendouzi d'entrée, peut-être qu'il te débloque le match peut-être. en première mi-temps et peut-être que c'est toi qui Peut-être, mène mais au score moi je plutôt ne veux que pas de dire ça subir. parce que j'ai critiqué Tudor au moment où je trouvais qu'il mettait Guendouzi d'entrée et qu'il fallait pas le mettre. Donc maintenant, je vais pas te dire l'inverse. Moi, je trouve qu'il a fait la bonne compo Là, tu en as et il a beaucoup fait les vu, bons Guendouzi changements. d'entrée. Mais là, il y a une Notamment série de Vélodrome. victoires Ouais. sans Guendouzi titulaire, donc pourquoi il changerait Mais bien sûr. Là, la question Et qui se n'oublie jamais pose, une chose, c'est Morgane, en Bemba. plus, dans les choix, malheureusement, mais c'est le foot moderne, c'est aussi des histoires économiques. Hein. Et que Verretou, il sera à l'OM l'année prochaine, Guendouzi n'y sera pas. Stéphane, en ne faisant plus jouer un Guendouzi, forcément, il perd de sa valeur. Donc, d'un côté, Ouais, ça, je suis pas tu es sûr. perdant. Un Guendouzi qui valait presque peut-être 35 millions au mercato d'hiver, au jour Ah, il- d'aujourd'hui, avec Non, 10 matchs en moins, peut-être il qu'il les en vaut vaut 10 toujours de dans moins un OM aussi. qui sera en Ligue des Champions, un international français, il les vaudra. Non, ça, je pense pas. C'est ce qui vaut aussi, c'est de la complémentarité entre des doublettes, des joueurs. Et il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs. Non, Parce qu'il a moi, ce que changé. je trouve fort, par Vertou, contre, Rongier, c'est complémentaire. ce que je sais pas comment c'est là où Tudor est fort dans sa gestion d'effectifs, c'est que quand Guendouzi rentre, Guendouzi est performant. Il fait pas la gueule. Payet Donc ça c'est au crédit de Tudor. Bah, la gestion. Mbemba Ouais. Balerdi, Mbemba revient, il est pas sous-performant. Donc il gère quand même remarquablement je son je groupe. pense qu'il a fait ce coup managérial de base dès le départ avec l'affaire Payet. Tout le monde a dit il se tire une balle dans le pied. Il a montré au vestiaire Ouais, c'est que vrai. Payet ou pas Payet, il allait le gérer comme ça. Payet, étant un mec intelligent, a montré à ses partenaires que oui, il allait faire le job parce que ça arrive aussi et qu'il a quand même envie de rester à l'OM. Je trouve qu'il a réussi un coup de maître là où certains pensaient que c'était un suicide en fait. Dans l'évaluation, j'aimerais quand même souligner la bonne passe actuelle de Under. Ah oui. Ah bah Il a là, été, là, j'allais dire Il y a eu un gros qu'on n'a creux. pas à un fait moment. d'évaluation en fait. Non, ben là, faisons-la. Under Sanchez. Là, je mettrais les deux, mais Under au-dessus. Là, en ce soir. l'occurrence, underscore. Pas Tout à mal. fait. Tiré Pas du mal. 6. Voilà. Il devrait avoir le 6 d'ailleurs. Ouais. Pourquoi il a le 17? Underscore tiré du 6. Non, mais il a une très bonne phase. Il veut rester à l'OM et Moi, tout. je mettais en avant il y a 3 semaines son absence de stats. Bilan des courses, 3 matchs de suite, 3 fois buteur Under. Donc, Voilà. pas sur le mec, Stéphane Guy. Hein. Et buteur du droit. Et ça, c'est un vrai but. Hein. C'est un but qu'il va chercher, qui montre à la fois ses qualités de hargne et aussi technique. Quoi. Et puis à un moment donné, peu Sur de une temps, passe de Klose, on ne l'a pas signalé, mais Klose encore revient- une fois, très bon Klose match. qu'il a reversé à droite Exactement. est décisif. Klose a fait un très bon match. Il y a juste eu un des petits problèmes de timing dans le fait de lancer Klose, tu sais, dans le bon moment, parce que lui, il faisait des appels comme toujours permanents. Voilà, et effectivement, sur les lanceurs de jeu, moi, je préfère quand même le système en plus qui permet à Sanchez d'être un peu plus derrière, en l'occurrence avec Vitinha devant, parce que tu peux avoir aussi un Sanchez lanceur d'action. Et juste avant de sortir, Under, pour dire qu'il est totalement en phase évidemment avec la méthode Tudor, il était en récup très bas. Il a fait des courses énormes. Il n'y a qu'à voir son visage et son attitude à la sortie du terrain. Franchement, là, ouais, moi je mets Under en taulier. Très bien. Pas non plus en homme du match quand même. Non, mais Ouais, pas loin, hein. non, Pas pas loin, loin. Pas loin, Gilbert. Il fait un Pas moment, loin, il parce que marque un moment. c'est un but Ouais, très, capital. très important. J'ai trouvé Gigot très fort. Il a anéanti Nyang. Ouais, Alors, on va me dire, c'est pas compliqué. Ouais, voilà, c'est pas non plus Mais la performance du siècle en non, ce mais je moment. trouve que Gigot ils apportent vraiment beaucoup, je trouve, dans l'attitude. Je trouve que la plupart des joueurs, enfin tous quasiment d'ailleurs, montrent d'ailleurs à tous les acteurs de la Ligue 1, mais à leurs propres partenaires, que ce soit ceux qui entrent avec cette hargne, Guendouzi, Payet, ou ceux qui sont sur le terrain par leur engagement total, montrent quand même une image incroyable et intéressante là, de la Ligue 1. Voilà pour l'OM. Under, oui. je regardais les stats, c'est toujours important quand même. C'est 4 buts, 4 passes d'ess en 32 matchs, 23 titularisations. Donc ça reste quand même. Bonne saison.
Un peu insuffisant. Non, c'est récent, c'est bon. Pour moi, c'est pas formidable, quoi. Voilà. C'est pas. Global. Tu dis pas de Après, bonne il est dans saison. Tu dis une saison moyenne. Non, il est dans une bonne phase 4 là. buts, 4 passes d'ess quand tu mais es c'est joueur sur- offensif du deuxième de Ligue 1. Surtout, il vient de les mettre en plus les buts. Oui, en Donc, plus, c'est oui, plutôt non, la- non, mais cette bon, période. par contre, effectivement, il est J'avais pas dans un- entendu ça quand tu l'as dit il y a 2 minutes. 4 buts, 4 passes d'ess. Ouais. Qu'est-ce que j'ai entendu moi? Non, donc saison très moyenne. Non, mais la c'est une saison. très Mais là, moyenne, on parlait de la séquence là, comme tu dis. Là, t'aimes pas Et là, le il vient de terme. marquer oui. 3 buts en 3 matchs. La séquence, garde le terme la séquence pour BFM TV. Il faut dire les termes. Il faut dire les termes, Gilbert. Voilà. Maintenant on dit comme je veux. La langue française évolue. La séquence, c'est quoi La séquence, c'est le langage des politiques. Ah oui. Oui, alors dans cette séquence, nous avons vu. C'est le langage des communicants. Tu vois. Maintenant, les politiques loin du foot. Hein. Oui, mais tu sais qu'ils sont On pas a loin. vu hier encore au Stade de France tout le mal qu'ils pouvaient créer autour d'un match de foot. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ridicule d'ailleurs le poignet de main dans le couloir là. Vous savez quel est le président qui a fait le plus de finales? Petit quiz. Mitterrand. Mitterrand. Bah, c'est un peu logique. Il a fait Qui 14 a ans. fait toutes les finales. Ouais, mais il a toujours été là, ouais. Qui a fait sauf 92 évidemment, il n'y a pas eu de finale après Furiani. Ouais. Et qui à chaque fois est descendu sur le terrain. Il y a Même un quand sa moment- cote de popularité Et- était au plus bas. Et vous retrouverez dans les archives INA un moment extraordinaire. Je ne saurais pas vous le dater. Hein. C'est pendant la campagne de 81, en tous les cas, des présidentielles de 81, après l'Union de la gauche. Et il y a Marchais et Mitterrand qui sont à un match de foot de Saint-Étienne. Et ce soir-là, Saint-Étienne perd. Et donc, ils interviewent Marchais et Mitterrand. Et je ne sais plus qui dit de l'autre. Je crois que c'est Marchais qui dit de Mitterrand, si j'étais venu tout seul, on aurait gagné. Ou si c'est Mitterrand qui dit, si j'étais venu tout seul, on aurait gagné. Mais c'est absolument mythique. Très bien. Eh oui. À mi-temps, n'était pas un très. Et De Bon Gaulle, spécialiste de foot. de Gaulle a assisté à beaucoup de finales de Coupe du Monde. Et surtout, Il a touché le ballon. il a touché le ballon. Voilà. Il a rendu le ballon. Il a rendu le ballon. C'est marrant, le ballon lui est arrivé dans les mains. C'est quand même incroyable. Mm. Quoi. Ça, c'est quand même tu vois le personnage, tu vois qui. Voilà. Je crois que c'est la finale 67, je crois. C'est Lyon, c'est ça, non? Qui gagne? C'est Lyon, ouais, je crois. Ouais. 67 et 71. Non, si, ça. Moi, je sais plus. Enfin, Alors, 67, tu vois, c'est ici- Lyon. Mais Mais- il serait arrivé, François Hollande, qu'on avait joué au foot, le ballon serait arrivé, il aurait fait contrôle de la poitrine, Ouais. tête, Non. il l'aurait remis sur le. Non, François Hollande. Le ballon ne serait jamais arrivé, c'est Non, ça le problème. non, je crois parce que le ballon serait pas arrivé à François Hollande et qu'il aurait beaucoup plu le soir de cette finale-là. Peut-être. Ça c'est plus possible. C'est une photo, Et le karma. une photo de légende, la photo de Gaulle renvoyant De le Gaulle, ballon. ouais, on l'a, ouais. Mais Bon. effectivement, et sur les Oui. finales, Mitterrand, non, c'était, je me remémore, je l'ai dit l'autre jour, c'était Papin qui avait fait la bise. Exactement. C'est ça qui avait demandé à faire la bise à Tonton. Ok, il fait un pari qui ferait la bise à Tonton. C'est ça. Ouais. Exactement. Auxerre, les gars, allons-y. Alexandre est avec nous. Salut Alexandre, Salut Alexandre. les gars, bonsoir à tous. supporter de la GIA. Bon, très Effectivement. franchement, tu t'attendais pas à autre chose, non, ce soir on y a cru jusqu'à l'égalisation, et puis la logique est respectée, non? T'es d'accord? Ouais, oui, de là à dire qu'on y a cru, effectivement, on s'entendait pas à un résultat, surtout au Vélodrome, on s'entendait pas à un résultat. Ouais. Après, effectivement, je Ça me veut dire que permets- le temps avancé, tu t'es dit quand même, on va faire un gros coup, non? De là à dire un gros coup, oui. Ah Oui, après, on voyait au fur et à mesure du match que Marseille déroulait, que Marseille allait jouer son jeu en tant que dauphin. En tant que dauphin, on savait très bien qu'il fallait qu'il fasse les choses pour, d'autant plus que je pense qu'il devait savoir le résultat du PSG. Mais ouais, je dirais pas que je suis déçu, mais j'aimerais bien que on souligne d'autant plus le parcours d'Auxerre, qui est quand même un parcours en tant que relégable, qui est quand même, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont, on ne sait pas ce qu'ils vont finir. Bah là, vous êtes sur 4 matchs sans défaite, les gars. Bah, c'est justement ça, c'est pour ça. Vous étiez. C'est pour ça. Étiez, oui, Pardon, effectivement. vous étiez, pardon. En fait, il y a, je reformule, il y a sur les 5 derniers matchs, il y a une seule défaite. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont vu. Je pense à une demi-heure de la fin, ils ont même cru au 5e match en défaite. Bah, on y a cru, oui. On a vu un but arriver de nulle part, et mais ça, c'est le coup de la J1. Hein. Auxerre a toujours fait des coups comme ça, effectivement. Mais je trouve qu'on parle pas assez du parcours de la J1 et de ce qu'ils sont en train de faire dans ce maintien. Oui, enfin, pardon, Alexandre, le parcours de la GIA, pour l'instant, t'es pas sauvé. Ah, bien sûr. Toi, t'es pas effectivement. Clermont, ou par exemple, qui fait un parcours Effectivement, extraordinaire. Bien sûr, effectivement. on a Mais pas c'est un vrai que là, parcours depuis extraordinaire. 2-3 mois, c'est 2 défaites au CERF, 2 défaites en 11 matchs. Et Donc, surtout, on voilà. accroche Lille quand même, qui était. Ouais, Et attention, parce que tu as un calendrier, tu as peut-être le calendrier le plus dur des potentiels Justement. relégables. Hein. Il y a deux choses. c'est Il y a exactement pour le ça. calendrier Auxerre a encore Paris et Lens au programme. et la différence de but. Mm. Puisque j'ai regardé sur les 4 clubs qui vont se disputer. Paris, c'est une chance de jouer Paris là, avant la fin de la saison. Quand même. Peut-être, ouais.
au final, peut-être. Donc, tu as le calendrier et tu as moins 24 en différence de but, alors que tous les autres sont largement meilleurs. Enfin, les 3 concurrents, là. Et ben franchement, tu vois, je me dis que de jouer le PSG comme ça en fin de saison, c'est peut-être pas plus mal. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas votre réaction, mais quand je vois... Je préfère jouer Toulouse, par exemple, là, en ce moment, quand même. Ils vont les jouer, non? Je crois Oui, ils vont les jouer, ouais. Toulouse. Oui, Ouais, ils jouent Toulouse bientôt, avant-dernière journée. Bon, avant-dernière journée. Ah, mais ils ont quand même Toulouse. PSG, Lens, et donc ils avaient Marseille ce soir. Ouais, Plus un effectivement, Brest-Auxerre qui va être chaud. Mais je pense qu'Auxerre montre un visage de conquérant et un visage de club qui veut se maintenir quand même par rapport au... Un visage de conquérant. Ce soir, c'était quand même Fort Knox, hein, avec. Ouais, mais... Difficile d'être conquérant ce soir. Voilà, Ouais. mais c'est pas une critique, hein, c'est un constat. Alors là, tiens, un petit point classement d'ailleurs, parce qu'il faut quand même qu'on fasse le petit point classement en bas, du coup, puisqu'on parle d'Auxerre. Donc on a toujours 4 clubs concernés, Auxerre, Strasbourg, Nantes, Brest. Nantes et Brest qui se jouent donc mercredi. 33 points pour Auxerre et 32 points pour les 3 autres. Donc tout est vraiment encore très très serré. Et puis alors Angers est officiellement en Ligue 2 depuis cet après-midi. Quelle surprise. Effectivement, bah, ils peuvent encore battre des records. J'ai mes petits records, là, je vais vous les donner. Angers, maintenant, est-ce qu'il faut qu'ils évitent? Tu sais qu'Angers fait des bons matchs depuis qu'ils sont condamnés. Alors, c'est le relégué le plus précoce depuis 3 en 2016. Donc, voilà. Mais ils n'ont pas fait pire que Arles-Avignon. Ils n'ont pas fait pire qu'Arles-Avignon. Alors, attention, parce Et puis qu'ils relégués peuvent avant. encore égaler le plus grand nombre de défaites. Ils en sont à 25. 3 a fait 28. Toujours 3, les trucs de loose. Là, c'était dans les années 60. Et puis, le plus petit nombre de points, qui était celui de Lens, 17 points. Là, ils en ont 14. Lens, en En 89. Ah, la vache. Ouais. Ça, l'année pour Lens. Mm. Quoi, ça va, ça vient. On va maintenant parler du PSG. Alors, le PSG, vous allez me dire, ils vont bien aussi, ils sont toujours leaders. Il y a quand même de grandes chances, malgré tout, qu'ils soient champions, parce que le calendrier qu'ils ont est quand même cadeau. Ils jouent à peu près. C'est très inquiétant toutes les pour notre équipes Ligue 1 nazes. que le PSG soit champion cette année. Parce que ça veut dire qu'il faut vraiment. Qu'est-ce qu'il faut que le PSG fasse pour ne pas être champion? Parce que ils peuvent difficilement aller plus bas que ce qu'ils font aujourd'hui. Exactement. Bon, moi, je vous avoue, je ne veux pas lancer Juste le débat. pour le Est-ce que le calendrier. titre est encore jouable Hein pour Marseille? Parce que le calendrier, franchement, Alors, ils vont à 3. qui est déjà en Ligue 2 quasiment. Qui est déjà en Ligue 2 Ils quasiment. vont à Auxerre. Bon, à Auxerre, attention, parce qu'Auxerre, s'il Ouais, joue, à Auxerre joue sa Strasbourg. peau. Attention, si Strasbourg joue sa... Non, mais c'est vrai. Tu sais jamais sur des soirées où Attention. l'équipe d'en face joue sa peau. Ils reçoivent Clermont. Attention. On marque. Ouais, franchement, S'ils jouent contre Clermont, comme ils ont joué cet après-midi contre Lorient, ils peuvent perdre. si Clermont joue Ouais. comme ils jouent en ce moment, c'est un match où il y a de Non, gros je dangers. dirais que, Non, mais juste pour finir sur le calendrier, je pense qu'ils vont assurer ça dans les 2 prochaines journées, c'est-à-dire En 3 gagnant les 2 prochains. et Ajaccio. Comme ils ont mis un petit coup de collier, tu sais, au moment où on avait dit il peut se passer quelque chose. Ils ont mis un coup de collier de quoi, Florent? Ah bah si, ils, ont contre battu Lens. ils ont battu à Lens qui Ah, s'est mais- sabordé au bout de. C'est pas en termes de résultats. C'est sabordé au bout de 10 Je te minutes. dis, ils vont s'en sortir là et tu verras que les 3 C'est un derniers matchs. miracle pour Paris qu'ils n'aient pas joué Lens à 11 contre 11 pendant 90 minutes parce qu'ils seraient peut-être aujourd'hui effectivement Ah, en bien train de se demander s'ils vont être champions. Ouais. Ah non, Mais je pense alors- que cette année, il y avait la place. Mais ce qui me semble, c'est que On est les d'accord 3 pour dire qu'ils le seront quand même. ils le seront, mais ils le seront sur les 2 prochains parce que c'est vrai qu'à la fin, à Auxerre, à Strasbourg et contre Clermont, je serais curieux de voir le nombre de points que va prendre le PSG sur ces 3 matchs-là. Moi, je ne sais pas dans quel championnat on peut remporter un trophée en méprisant autant ce trophée. En ne le respectant Ah, voilà. aussi peu. Là, les que ce joueurs, que- les que ce joueurs que cet fait après-midi, en Paris depuis, effet. parce que c'est depuis l'élimination, enfin même depuis le retour de la Coupe du Monde, parce que depuis janvier, c'est pathétique. Et alors, ça s'est évidemment accentué encore après l'élimination face au Bayern. Mais il y a que Paris, il n'y a que le championnat de France de Ligue 1 qu'on peut voir ça. Quoi. La base, je dirais, le projet premier d'un club de football, c'est de gagner son championnat. Où qu'il soit, quel qu'il soit, que ce soit un club normand qui veut gagner le championnat de Normandie, un club anglais qui veut gagner le championnat d'Angleterre. L'obsession de Manchester City en début de saison, c'est d'être champion d'Angleterre. Et puis, ça ne les empêche pas de jouer aussi la victoire avec des champions. Mais il n'y a que Paris où ils mettent et s'ils voulaient prétendre que c'est un faux procès qu'on leur fait, ils montreraient un tout autre respect pour la compétition depuis leur élimination contre le Bayern, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que là, ils accréditent l'idée qu'effectivement, la Ligue 1, ils s'en battent les trompettes. Alors, il y a une action, il y a une action symptomatique on va parler aujourd'hui. de Galtier aussi un petit peu. On va en parler, mais juste le premier but de Lorient. Où Lorient fait, il y avait un décompte, c'était sur Canal, je crois, 25 passes. un truc comme Avant le 25 passes, Mm. où les mecs contrôlent, on se retourne, Parce que, tranquille. et- C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne qui et défend. là, Gilbert, Personne. d'abord, il y a du talent à Lorient. Et là, cette action, Il y a elle du est talent, honteuse. il y a du jeu, et on est à 11 contre 11. C'est-à-dire qu'on est à Oui. 0-0 à 11 contre 11. Elle est honteuse pour le Paris. premier but de Lorient.
Voilà. C'est Bien sûr terrible. qu'elle est honteuse. Non, mais il y a- Enfin, elle n'est pas nouvelle. Hein. Ouais. Je veux dire, tous ceux qui osent, parce que personne n'ose parler de Paris, finalement, je parle dans les acteurs du foot. À la fin du match, ils ont interviewé Abergel. En plus, Abergel, il est Marseillais. Marseillais. Mais il est formidable joueur, d'ailleurs. D'ailleurs, se rappeler que la dernière fois qu'on a vu Lorient, nous, un dimanche soir, c'était contre l'OM, qui jouait sans Abergel et Lefebvre. Hein. Exact. On a vu extraordinaire les Ouais. deux cet après-midi au Parc des Princes. Ça, c'était. Ils Bon, avaient Abergel, réussi je quand pense même. que j'ai vu l'interview. Je pense qu'il était quand même bien content, lui, le Marseille, de venir Oui, gagner à bon, Paris. Il n'a pas. Il n'en a pas rajouté, on va dire. Il n'en a pas rajouté, voilà. Mais je sais plus, c'était les Rébois, je crois, qui avait dit de toute façon, si on passe leur premier rideau, après, c'est droit au but, quoi. Et c'est Laurent Blanc aussi qui avait dit on connaît tous la recette, il suffit d'aller les presser haut. Non, mais à partir du moment où tu as une équipe qui est, comme disait Stéphane, qui ne respecte pas le championnat, c'est-à-dire qui ne respecte pas ce genre de match. Tu as Hakimi. Hakimi fait, peut-être aussi pour ses raisons, les raisons personnelles, puisque tu sais qu'il a, il a des soucis à ce niveau-là, mais je ne sais pas, il fait une mauvaise saison. Marquinhos, on l'a dit souvent, il n'est plus le Marquinhos qu'il était. Je reprends l'équipe d'aujourd'hui. Solaire. Comment Solaire peut être titulaire dans cette équipe-là? J'en viens à Verratti. Daniel n'est pas là. Tu vois, on va pas dire que c'est Daniel. C'est une éclipse solaire. Ouais. Verratti, il est catastrophique. C'est-à-dire que là, Verratti, Mais quand la même. vérité, il n'a pas digéré la Coupe du Monde. Qui Verratti. Verratti, oui, il n'a pas dirigé les fêtes pendant la Coupe du Monde. Et puis Messi. Messi, aujourd'hui, tu vois, le problème de Galtier, là, maintenant. Mais tu peux même alors évidemment, c'est moins accablant, puis il a marqué un but qu'il aurait, à mon avis, pas Mbappé. dû célébrer. Moi, je ne comprends pas qu'il ait célébré ce but-là. Bon, ça, c'est un débat éthique. Alors après, on peut célébrer, certains vont dire qu'il va célébrer la malice. La malice, ouais. Mais enfin, bon, bref, peu importe. Il n'a pas triché. Non, il n'a pas triché. Non, mais Il a pas- moi, Enfin, parce il a que pas j'ai eu triché. ce débat. Moi, J'ai eu ce ce qui me débat, il a pas dérange, triché. ce qui me C'est la dérange ruse. dans cette C'est de la ruse pure. action-là, c'est que le gardien, l'orienté, va le chercher, le relève, etc. Et un peu de compassion ouais. pour lui, et que derrière, il soit le dadon de la farce. C'est ça qui me gêne sur cette Alors, action. moi, juste sur ce point, sur ce but, parce que j'ai eu un débat sur Twitter avec des supporters l'orienté, et je leur disais, ils disaient les clowns, tu vois, le Mbappé, le clown, machin. Mais je dis non, Mbappé, il est concentré, il reste Non, derrière ça, le c'est gardien, vrai, ça, il c'est a de la vrai, ruse, ça, c'est et il fait vrai. un Ouais, truc qui est malin. Que Mais il est pas obligé après, de le célébrer comme un but en finale de la Coupe du Monde. peut-être, mais je trouve que. Et surtout, lui, il est C'est attentif à ce que fait l'arbitre. Oui, c'est ça. oui, tu vois, Les bah, gestes il dit- de l'arbitre, Bah oui. tu sais, les fameuses formations qu'on dit que les clubs doivent faire, tu sais, pour comprendre tous les gestes. C'est sûr que Mvogo Non, mais ça peuvent montre le crier niveau de autant qu'ils veulent. concentration Exactement. du C'est ce que je joueur note sur cette action. qui chasse le titre de champion de titre de meilleur Meilleur buteur. buteur. Mais par contre, les performances et aussi d'Mbappé ces derniers temps, C'est même vrai. s'il continue de marquer un but par match, et peut-être souvent deux, elles sont quand même aussi médiocres. Et donc, si tu veux, par rapport à Galtier, parce que j'en viens à ça, Ouais. et je pense à Solaire notamment, mais pas que, tu as raison, on pourrait dire Messi, Mbappé et tout. J'ai envie de dire perdu pour perdu, puisque même s'il fait semblant de dire qu'il va rester la saison prochaine pour plein de raisons contractuelles, de négo, Alors là, qui vont partir, mets pas ton polo pour le fait qu'il aux va partir. enchères. Hein. Ah ben non, s'il ne trouve pas de successeur, tu veux dire. Pour Galtier, Tu parles de veux dire. Solaire? Ah, de Galtier, non, pardon, non, je Galtier. crois que tu veux pas de Messi. Pardon. Non, je parlais de Galtier. Je dis, à partir du moment où, Excuse-moi. en gros, il ne va pas rester, où il a peu de chance. Tu vois, il a pas, je trouve, même là, dans cette période-là, où là, le vestiaire, en gros, lui chie dans les bottes, plus que jamais, il n'a pas les décisions, la prise de décision. de presse. J'ai vu surtout ce qu'il a dit Il sur est les paumé. jeunes cette semaine. J'ai vu sa conf de presse. Galtier, il est comme tous les entraîneurs, même comme Tourelle, que j'aime beaucoup, qui avait à un moment donné aussi pété les plombs dans ses compos et dans ses conférences de presse. Les mecs, ça leur fait perdre la tête à tel point que là, il prend même pas des décisions, tu vois, de bonhomme pour dire bon allez maintenant ça suffit. Messi il ne court pas, je le sors. Mbappé, t'as raison, pourquoi pas, tiens il va commencer sur le banc. Solaire, Oui, enfin, pour quelle raison j'ai pas dit ça Solaire non joue pas plus, Florent, Non mais mais par rapport à ce qu'on connaît d'Mbappé, mais de ce qu'on en voit en ce moment, c'est qu'est-ce un peu qui confondant. l'empêche en tout cas de dire, et lui au contraire, non seulement il ne le surtout- fait pas, et en plus, il va en conférence de presse cette semaine, tacler les jeunes, non, c'est déjà bien qu'ils s'entraînent, qu'ils puissent être avec le groupe pro. Non, franchement, là, le PSG part à volo, mais Galtier Il y a est plus pour de lui, boussole, pour il y sa a pas- il y carrière, a pas mais de taulier, même pour lui. Et là, c'est un ce bon soir, entraîneur, c'est terrible. comment Campos qui sort du bois pour ne rien dire. On s'attendait à ce qu'il y ait enfin un dirigeant parisien qui prenne la parole. Première prise de parole depuis l'élimination contre Munich. Alors, l'autre jour, on nous a fait des pages dans le Parisien pour nous expliquer que ça y est, Nasser était rentré de Doha, qu'on allait voir ce qu'on allait voir et qu'il était là, et qu'il était au match et que ça allait changer. Bon, on a évidemment, comme d'habitude, rien vu changer. Mais là, la prise de parole de Campos,
pourtant, Campos nous a impressionnés dans d'autres fonctions à d'autres moments. Oui, mais il n'est certainement pas fait pour être le porte-parole du Paris Saint-Germain. Et sa prise de parole après ce match-là, elle fait pchit, quoi. On se dit, ah bon, c'est ça, qu'est-ce qu'il dit, on va dire ensemble. ça veut dire que ça transpirait pas le charisme, on va dire. Ah non, c'était. Donc ça interroge beaucoup sur ce qu'est la structure Paris Saint-Germain, en effet, dans sa profondeur. Alors le coach, évidemment, peut être montré du doigt, mais être coach dans un contexte comme celui-là, on l'a vu, hein, de toute façon, on le dit année après année, c'est mission impossible, mais ça transpire encore plus en ce moment. Alors c'est vrai que dans le club, vas-y. à partir du moment où c'est parfois l'émir qui choisit l'entraîneur, c'était le cas parfois, mais là, effectivement, c'est la communication qui est terrible. Parce que Nasser sort du bois quand ça gagne, il y a maintenant À Marseille, après Marseille, puis après terminé, disparition. Très content. Luis Campos sort du bois ce soir pour ne rien dire, mais que peut-il dire? À partir du moment où c'est pas ses patrons en gros qui parlent, il va pas sanctionner son entraîneur, qu'il a lui-même choisi d'ailleurs. Il va pas taper ses dirigeants, sinon c'est la fin de son aventure. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a un petit peu abîmé les joueurs, gentiment, et donc il ne se passe rien. Et ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va avoir droit au même cinéma auquel on a droit tous les étés. C'est vous allez voir ce que vous allez voir, et avec notamment là Nasser va ressortir. On attend l'interview de Nasser Arian dans le Parisien. Voilà, qui va ressortir pour dire oui, cette fois on a compris, vous allez voir ce qui va se passer, et il va rien se passer. Le bling bling c'est fini, on veut des garçons qui défendent il y aura peut-être un le truc club. différent. Oui, bien sûr, il nous trouvera une adaptation. Ils vont trouver un truc différent. Ça ne changera pas. Avant qu'il parle de ça, moi je veux d'abord qu'il s'exprime sur la fin de saison, sur Messi, sur l'affaire Galtier. Enfin, il y a quelques questions à lui poser quand même. Tu sais c'est parce qu'ils ne savent pas plus stratégiquement. Moi je pense que sur Messi, en fait, ils n'ont pas une vision claire de ce qu'ils veulent faire. C'est pas eux qui décident, mais si ça se décide. Le PSG ne parle pas. Par contre, jeudi dernier, Javier Tebas était dans l'after. Je peux te dire que le PSG en coulisses a tenté de faire passer les messages quand même pour qu'on n'allume pas trop lors de l'interview de Tebas. Tebas, on a parlé du PSG naturellement avec Tebas, c'est normal, c'est un sujet d'actualité pour lui et pour le foot européen. Mais... Oui, il a été soft d'ailleurs sur le sujet PSG, il a pas été. Il a redit tranquillement, il suffit qu'ils ouvrent le gaz. Voilà, comme formule qu'il avait déjà employée à plusieurs reprises. Bon, on a Ahmed qui est là, supporter parisien. Ahmed, bonsoir. Bonsoir messieurs, merci de la parole. Écoute, pas de problème, t'es le bienvenu. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir, toi, après cette journée horrible pour ton club? Moi, je suis dépité parce que dès que j'ai vu la compo, j'ai compris qu'on allait perdre. On enchaîne 3 victoires de suite, presque chanceuses, contre des grosses équipes, Nice, Lens. Et t'as Marco Verratti revient, il est titulaire direct. Qu'est-ce qu'il a fait dans la saison, lui, pour mériter ce traitement? J'ai vu la compo, je l'ai vu lui à côté de Vitinha, Soler, Messi, 4 mecs à 1m68, et tu t'étonnes de te faire bouffer physiquement au milieu de terrain? Je veux dire, techniquement, ils sont censés être au-dessus du milieu de terrain de Lorient. Mais il faut savoir mettre le pied sur le ballon. Et est-ce que tu as compris? Parce que tu vois, le symbole du joueur qui s'en sort, et c'est dire, dans ce Paris Saint-Germain-là, c'est Danilo. Est-ce que tu as compris pourquoi Danilo est sorti? Parce que moi aussi, sur les choix de Galtier, tu parles de la compo de départ. Il y a eu une alerte physique quand même pour Danilo. Je ne sais pas s'il était blessé ou pas, mais il y a eu une alerte. Ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, juste avant. Je pense que là, et la compo, tu as raison, et les changements étaient encore assez lunaires. Ah oui, il fait tout pour mais garder surtout, Verratti tu peux pas admettre quand même, quand tu es entraîneur d'une équipe comme ça, avec ces joueurs-là. Je ne sais pas si des fois on rappelle des évidences. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui a 1 milliard de budget, qui a la plus grosse masse salariale au monde, qui joue Lorient. Lorient qui a vendu ses 2 meilleurs attaquants cet hiver, dont le coach fait des miracles avec des bouts de ficelle, dont les supporters parisiens seraient peut-être bien incapables de citer 5 noms de titulaires. Et c'est cette équipe-là qui fait, non seulement qui gagne, mais qui fait la leçon par moment au Paris Saint-Germain. C'est quand même inimaginable. Moi, je trouve qu'on est faible. Moi, je trouve que vous surestimez Paris. Hein. Le mercato a été raté. On ne surestime pas les moyens de Paris. On surestime peut-être, effectivement, tu as raison, la force de Paris, mais les moyens de Paris. C'est quand même le rapport euro dépensé performance, c'est le plus grand fiasco de l'histoire du foot, Paris. C'est hallucinant. Quand tu vois que tu laisses partir Gay Paredes, qui t'ont emmené en finale de Ligue des Champions, pour faire venir Ruiz, Vitinha, qui sont au même niveau. T'as Verratti qui est toujours là, qui est prolongé. Le mec, il ne progresse pas. Marquinhos, il ne progresse pas. C'est pas qu'il ne progresse pas, Verratti, c'est qu'il régresse semaine après semaine. Ça devient un fantôme, le mec. Oui, je suis poli. Et
Tu peux pas construire une équipe. Au Real Madrid, Marquinhos, Verratti, ils sont virés depuis longtemps. Bien sûr, bien sûr. Tu ne progresses Oui, pas. mais tu t'en vas. Au Real Madrid, qui pense évidemment aussi beaucoup au business. Tous les clubs, tous les clubs de cette dimension-là, il y a une dimension marketing, il y a une dimension business, il y a une dimension image, Bien sûr. etc. Mais il y a une priorité quand même, normalement, un petit peu quand même, de temps en temps, qui reste le terrain et qui reste ce que les joueurs sont capables de produire sur le terrain. Je veux dire, il y a les mêmes moyens qu'à Paris, à Manchester City, peut-être même plus, ou je sais pas d'ailleurs, mais il y a un fil conducteur sportif et pas de cette année, depuis des années et des années. Il y a une logique, il y a une idée. À Paris, on la cherche, la logique sportive, on la trouve pas. Il y en a aucune, c'est du copinage. Nasser aime bien Verratti, aime bien Marquinhos, on le prolonge. Voilà, il y a pas de. Tu ne peux pas construire une équipe. City, Guardiola, il est exigeant sur tous les joueurs et il demande toujours il va chercher c'est comme un tableau, par petites touches on l'améliore, il va chercher Haaland parce que c'est le neuf qui lui manque. Il n'y a pas de hasard à City. À Paris, c'est le copinage, c'est les copains. Non mais là il y a un truc au-delà de tout ça, il y a un truc aujourd'hui qui a transpiré qui était terrible, c'est les mecs s'en foutent. Et ça, c'est le pire, c'est encore pire, puisque là, tu vas au-delà du mercato, tu vas. Gilbert. Ils s'en foutent complètement. Ne vont même plus mais si, ils s'en foutent. Mais bien sûr, mais quand les gens ne vont même pas saluer c'est un bateau ivre. Oui. Quand les gens ne vont même pas saluer les mecs, c'est une banque. Ils passent, ils prennent le chèque, ils assurent la vie de des 50 générations qui les suivront, et puis basta. Mais et puis les autres vont revenir. Tous ceux dont tu parles, là, ils sont toujours là. Ils sont toujours payés par Paris. Les Paredes, les Navas, les Wijnaldum, tous ces joueurs-là appartiennent toujours au PSG, sont toujours Icardi. Et où qu'il joue, chaque but Draxler, qu'Icardi marque à Galatasaray, c'est un but qui est payé par le Paris Saint-Germain. Je voulais aussi rajouter Hakimi, ça fait 2-3 matchs, je le regarde, je sens qu'il n'est pas dans il est ailleurs, il est énervé. Il n'est pas dans le coup. Il n'est pas dans le coup. Et son premier tacle, il a appuyé, il a 2 doigts de se prendre un rouge, franchement. Et là, il doit être intelligent, Galtier, il doit réagir et le sortir. Le mec, il n'est pas dans le coup. C'est en ce sens que je te dis, la compo est lunaire, parce que lui, si tu es titulaire, carte de visite, enfin, si tu as la carte de visite et le salaire qui va, tu es titulaire. Et d'ailleurs, ces confs de presse, et Verratti, c'est un grand joueur et machin. Là, récemment encore, il l'a redit. Incroyable. La conf de presse sur les titulaires, enfin les mots sur les stars c'est quand et les mots sur les jeunes, mais je trouve que ça, c'est quand même terrible. Et même, je veux même te dire un truc, j'aime beaucoup Galtier et c'est un bon entraîneur. Je trouve terrible pour lui le naufrage là, y compris dans la communication. Cette semaine, rappelons des faits. C'était quoi la semaine de Paris? Donc victoire la semaine dernière. Rappelez-moi contre qui ils ont gagné la semaine dernière Paris? Je me souviens plus. Moi non plus. C'est Lens. Non, il y a eu un match depuis Lens. Il y a eu un match après. Non, Angers. Voilà, il gagne glorieusement 2-1 à Angers le vendredi soir. Donc on leur offre en cadeau, parce que c'est quand même une performance, on a gagné 2-1 à Angers le vendredi soir, 3 jours de vacances. Dans un club avec un peu de fermeté, vu le niveau lamentable des pressions. On dit les garçons, vous voulez des vacances, vous aurez des vacances quand le titre de champion il sera assuré, et assuré avec panache, avec brio, ce qui était la seule mission qu'aurait dû avoir le Paris Saint-Germain après son élimination face au Bayern. Au moins terminer la tête haute le championnat de France de Ligue 1. Mais je voulais vous dire, tout le monde parle des soirées de Verratti en discothèque. Le mec, il dort en boîte, c'est un tougher. Il est prolongé, on apprend cette semaine qu'il est prolongé à 1 million d'euros par mois. C'est hallucinant. Oh, il ne fait pas beaucoup, il s'est mal démerdé. Bon, alors attention, parce que là, tout de même, il y a un progrès, c'est son fixe a baissé et c'est le prime au match joué. Donc, ça peut le responsabiliser un petit peu. Bon. Peut-être. Ça, c'est de la com, Gilbert. Si tu crois ça. Imaginez si tu crois que Verratti. Effectivement, j'ai pas vu le contrat. Si tu crois que Verratti a prolongé en baissant son salaire à Paris, alors ça, peut-être que dans l'affichage, on va t'expliquer ça. De toute façon, personne ne nous montrera jamais rien. Personne ne sait exactement ce qui se passe financièrement à Paris, puisque, encore une fois, le budget affiché du club, le budget que publie la DNCG. Donc c'est pas un budget qui sort du ciel. Il ne correspond pas au salaire des joueurs. La masse salariale du Paris Saint-Germain est supérieure au budget qu'affiche tous les ans la DNCG. Donc c'est déjà là, on part d'un immense mensonge. Voilà. Ahmed, un truc à rajouter? Je veux dire, imaginez dans le vestiaire, quand tout le monde sait que l'autre c'est un tougher, comment Soler, Ruiz, Vitinha, ils réagissent, eux qui ont un comportement, on va dire, au minimum. Je veux dire, ça crée des tensions de toute façon. Ah bah ça, et puis c'est pas une situation nouvelle. Merci Ahmed. Et juste sur un petit point, je rappelle notre réflexion sur under tout à l'heure. En fait, je me suis trompé, c'est le tiré du 8 underscore. Ah, me dit-on. Très bien.
Bah oui, donc C'est pas le tiré du 6. ce qui n'explique toujours pas pourquoi il est le 17. Underscore, justement, c'est le tiré qui est en bas. Tiens, puisque tu reparles de l'OM, juste, je voulais signaler que Tudor a dit qu'il estimait que le match avait été une prestation de très haut niveau de l'OM là face à Auxerre, et il a défendu Vitinha qui dit il a fait un très bon match. Quant à Guendouzi et Payet, ils ont montré leur valeur et ont apporté de la qualité. Voilà ce qu'a dit Tudor. Donc en gros, tout le monde était parfait. C'est ce qu'il a dit. L'école des fans. C'est ce qu'il a dit. Bon, Il n'y a pas de raison ce soir. C'est pas faux. Hein. Et puisque tu fais une incidence, j'en fais une, tu me la permettras, parce que notre ami Marchais. Christophe Lécuyer ne me le pardonnerait pas, puisqu'on a, évidemment, là, on a mis le doigt dans les tournois dans un truc infernal. J'ai des messages aussi, mais j'arrête. Allez, petit tournoi vous annoncer à Vire le 1er juillet, quand même. Hein, voilà. Très bien. Organisé par le camarade Lécuyer. On le cite, puisqu'on rappelle que son club a. On n'a jamais autant cité son club, je te dis, que cette saison. Sa promotion. La Coupe de France, la promotion. Voilà. Le tournoi des jeunes footballeurs de Vire le 1er juillet. Comment va-t-il faire avec le Havre en Ligue 1 si tu le cites pas, L'Écuyer va monter sur ses grands choix. Pas mal ça. Il le mérite. C'est ces hommes qu'il faut, comme on parle justement de ces comportements lamentables au plus haut niveau, louons ces dirigeants qui font vivre le football amateur dans notre beau pays. Qui organisent des tournois, qui sont auprès déjà. Moi, je voyais à Guy Pava, franchement, ce week-end, je voyais tout l'encadrement de l'équipe de Pont-l'Abbé, tous ces éducateurs, ces parents qui, semaine après semaine, s'occupent des enfants, nourrissent notre passion, nourrissent ce qu'on aime tous. Là, on touche la réalité du foot, ce qu'on aime. Tu t'es régalé? Ouais, j'ai aimé ça. Ouais, j'ai aimé cet esprit qui régnait là. Ouais. Très bien. Et les merguez, c'était bonnes? Les galettes saucisses, surtout. À Guy Pava, c'est la galette saucisse. Bon. Ça va jusqu'à Guy Pavard? Rien à rajouter sur le PSG, mis à part qu'en fait, c'est le chaos, quoi, en fait, on peut le dire un peu je sais. Moi, je voudrais Neymar lancer... est rentré à Paris, il était dans les tribunes. Oui, dans les tribunes. Je voudrais lancer que nos auditeurs nous disent où ils ont déjà vu ça. Dans quel club, avec de tels moyens, il y a des prestations, il y a une continuité de résultats. À ce point hallucinante, quoi. Je sais pas où c'est. Je vous livre quelques messages sur Direct Studio. Tu peux perdre au parc contre t'as le droit. La première défaite du PSG version Qatari, c'était au parc contre Lorient, premier match. Et Lorient de Gourcuff était venu gagner au parc. Et Lorient a souvent fait des coups contre le Paris Saint-Germain. T'as le droit de perdre. Tu peux perdre des matchs dans le football, mais et tu as le droit de les gagner aussi avec brio et panache. Mais la façon dont ils perdent, la façon dont ils gagnent en ce moment, c'est confondant de médiocrité. Quelques messages sur Direct Studio. Bruno qui nous dit Florent dit Galtier pas l'entraîneur. Quand même, le mec joue à Angers avec 5 défenseurs et 3 milieux défensifs. Je dis pas cette année. Je pense que Galtier a fait une énorme erreur pour lui-même de signer à Paris. Je pense qu'il n'est pas dimensionné pour ce club. Et je pense qu'il est en train de déjouer et de faire n'importe quoi. Quand on te propose le salaire qu'on lui a proposé bien pourquoi il l'a fait, mais de diriger Mbappé, Messi et Neymar, que tu es entraîneur de foot depuis 20 ans, c'est sans doute dur de refuser. Et pourtant... pour dire non, je sens pas le truc, c'est pas pour moi. Franck nous dit, depuis le départ d'Ibrahimovic, Mota, Maxwell, Cavani, il n'y a plus d'exigence du haut niveau ni de caractère. C'est une catastrophe. Les supporters du PSG sont très très dépités évidemment ce soir. Un mot de Lorient quand même, parce que ce que fait Lorient là, c'est pas anodin. Clément est là. Salut Clément. Bonsoir les gars, merci de m'accueillir. Salut Clément. Bah écoute, on est content de t'avoir aussi. Moi j'ai vu Loïc Ferry qui se prenait pour un joueur à la fin du match. Il allait saluer les supporters en faisant le clapping au milieu des joueurs là. Ferry Goat. Ah oui, sacré Loïc qui aime bien se mettre en avant, un peu moins quand il faut parler du nouvel actionnaire du FC Lorient. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Enfin, si, ou alors pour dire que non, rien ne change. Alors qu'en fait, bon, on a bien senti que. Non, mais c'est miracle. Moi, je sais pas ce que. Enfin, revenons sur le match. C'est le plus important aujourd'hui. Après, que là, Clément a quand même gagné au Parc des Princes. Tu dois être ravi, là. Eh ben, oui, je suis ravi, d'autant que c'était Stéphane qui en parlait il y a un instant. Lorient était venu gagner il y a quelques années grâce à un but de Julien Garcia 1-0. Au Parc des Princes. Julien Garcia. C'est vrai que c'était la première année des Qataris, me semble-t-il. Premier match de l'ère Qatari. Exactement. Le PSG de Comboiré à l'époque. Ouais, Julien Garcia qui avait donné la victoire à Lorient. Et aujourd'hui, voilà. Vous aviez pas regagné à Paris depuis ce match-là, non? Non. Il y a eu des victoires à Lorient, mais. Ouais, c'est ça, ouais. On avait battu le PSG au Moustoir, mais pas au Parc, non. Bon, voilà, ça t'égaye la fin de saison, parce que de toute façon, Lorient joue plus rien. Alors, ça égaye la fin de saison, d'autant, j'en parlais au Standard, la dernière victoire est remontée contre 3. Là, il y a le derby contre Brest qui va arriver. On était un peu en roue libre. Donc là, la victoire au Parc des Princes, elle arrive au bon moment. Avant de, mais quoi, c'est un vrai derby contre Brest?
Oui, c'est. Le derby de Brest, c'est Guingamp. Oui, mais faut pas dire ça aux supporters. D'accord. Ouais, il y a eu il y a une vraie rivalité entre les supporters de Brest et les supporters de Lorient. Oui. Bon, si vous pouvez aider Strasbourg, les gars, n'hésitez pas. On va essayer, oui. La vraie question à Lorient, non mais Lorient quand même, c'est garder le Brice. Non mais il commence à être le Brice, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Vous voyez la saison de le Brice quand même. Il met en place, vu comme il s'est fait piller à une équipe formidable. Cet hiver, c'est ça qu'il fallait demander à Loïc Ferry d'ailleurs, Clément, quand il est venu applaudir là. Cet hiver, il perd les mecs que t'as vendus ce week-end. Ouattara et Mofi tout simplement. Et il arrive encore derrière à recréer une équipe, à retrouver. Et là, c'est une victoire avec la manière. Encore une fois, tu parlais tout à l'heure, Florent parlait du premier but de Lorient au Parc. C'est un but qui doit tout à un travail de collectif de la semaine, quoi. C'est formidable, formidable. Et d'ailleurs, il y a un match qui va être intéressant à ce titre parce qu'on voit que les gars ont un jeu léché, eux ne vont pas lâcher la fin de saison. Il y a Lorient-Lens par rapport à Lens et à la fin de saison. C'est pas un match simple pour les Lensois celui-là, sachant ce que fait Lorient avec le Brice. Et je trouve que collectivement, effectivement, là, même Fèvre, que j'avais pas revu à ce niveau-là depuis un moment, apporte beaucoup là. Je crois que c'est sur un début il est décisif, mais sur le premier but, sur le premier, c'est ça. C'est la différence. C'est sur celui-là, mais je trouve que collectivement ils ont eu une mauvaise période et ils ont souffert évidemment du départ de Mofi et Ouattara. Et ils retrouvent quelque chose là qui ressemble à ce qu'ils faisaient au début de saison, avec peut-être effectivement un peu moins d'efficacité parfois devant. Mais je te dis, le Lorient-Lens, pas simple pour Lens. Clément, un truc à rajouter ? Je voulais rebondir sur ce que disait Florian, ce qui parlait de Fèvre. Et en fait, là, Régis Lebris, il a mis un nouveau système en place, c'était le 3-5-2, ce qui permet à Lefebvre et à Fèvre en fait d'être plus haut sur le terrain, donc d'être plus décisif. Bon, écoute, bravo à Lefebvre, qui est un joueur formidable. C'est vraiment, lui, c'est une pépite. Je sais pas quelle est sa situation contractuelle avec Lorient, mais il devrait partir effectivement. Parce qu'en plus, il est polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer à 2-3 postes différents. C'est un joueur de grande intelligence. S'il va à Bournemouth, l'autre club du nouvel actionnaire de Lorient, je pense que les supporters de Lorient auront à juste titre le droit de s'énerver. Et c'est vrai qu'il a. L'évocation de son transfert, en tout cas dans l'hiver, Etienne lui-même avait eu une sortie en conférence de presse en disant que voilà, c'était terminé, qu'il n'allait pas prolonger. En fait, il a expliqué ça. On a pu penser à un moment donné que ça l'avait un petit peu entre guillemets perturbé sur quelques matchs. Après, le Brice, pareil, avait fait une communication parfaite parce que il faut noter qu'avec Régis Le Brice, c'est non seulement beaucoup de travail, beaucoup de cet ADN là qui est répété, qui est inculqué aux joueurs et qu'on voit sur le terrain, mais c'est aussi une communication un peu différente dans les conférences de presse ou dans les après-matchs. C'est aussi des conférences de presse en semaine qui sont où on parle beaucoup de foot, beaucoup de jeux, c'est-à-dire que il estime que voilà, on peut en conférence de presse avec les journalistes et évidemment pour le public avoir avec Thibault Leplat, avoir une discussion. Il nous a préparé un dossier de qualité pour la prochaine revue de l'After d'ailleurs. Après, vous saurez tout sur le Brice dans la prochaine revue de l'After. C'est aussi pour eux, je pense. C'est un peu compliqué ce que je vais vous dire, mais effectivement, ils parlent de jeu, mais quelque part, ils se réfugient derrière ça pour éviter de parler. Par exemple, je pense que ce que pense le Brice de ce qui s'est passé cet hiver à Lorient, et il n'en dira jamais rien. Voilà. En off. Non, mais justement, je te parle pas du off, je te parle en conférence de presse. Je peux vous dire qu'il est contrarié. Il a été très contrarié. Un homme comme Gourcuff, il aurait peut-être démissionné. Oui, au moins il l'aurait dit. Voilà. Et il aurait peut-être évité à Ferry de faire après le beau devant les supporters au Parc des Princes, parce que c'est le nœud du problème est aussi là. Même si il faut aussi comprendre que dans un club, il y a des équilibres financiers à. Et je rappelle que Nice s'intéresse de près à Le Brice. En tout cas, quand on voit ce qu'on voit de lui cette année. Le Brice de Nice, par exemple. Tu crois qu'on pourrait avoir droit à ça? En même temps, c'est logique. C'est logique. C'est une certaine logique. Elle vient de loin, celle-là. Je croyais que c'était une vanne. Non. Nice s'intéresse vraiment à Le Brice. On a envie de. Je croyais que donc c'était pas que la blague alors. Non, c'était une information. On rappelle que le directeur de Nice, c'est l'ancien directeur de Lorient, Bocquet.